Salut à tous et demain c'est Saikyo. Je vous propose enfin ma review de l'épisode 61 de Dragon Ball Super, et je vous le dis dès le départ, cette review en sera une bien sûr, mais comparé à d'habitude, je compte y apporter beaucoup d'explications, mais mes explications propres concernant la situation actuelle. Et normalement si vous êtes là, c'est que vous avez déjà vu l'épisode 61, donc vous comprendrez facilement que mes explications vont porter énormément sur Black, Zamasu et les timelines, et l'utilisation qu'il en a faite dans cet épisode-là, et bien sûr, pour vous donner mon avis et mes explications ou même théories si vous voulez concernant la nouvelle forme ou nouvelle transformation de Mirai Trunks. Vous verrez que je préfère l'appeler nouvelle forme plutôt que nouvelle transformation. Bien sûr, je vais traiter tout cela de manière chronologique vis-à-vis du déroulement de l'épisode. Donc bien sûr, restez jusqu'à la fin pour tout savoir. Et donc, rentrons sans plus tarder dans le vif du sujet, dans le vif de l'épisode. Et dès le départ, l'épisode a voulu donner quelques révélations supplémentaires, sans toutes les apporter d'un seul coup. Enfin, ça a été légèrement entrecoupé, on va dire. On a donc eu droit à une phase où les deux teams, on va dire la Team Z et les ennemis de la Team Z, se regardent et se parlent, et se font part de leurs incompréhensions, surtout la Team Z qui comprend pas grand chose à la situation, au fait que Black puisse être Zamasu et encore pire celui du présent, alors qu'ils l'ont très bien vu se faire détruire par Beerus, par la fameuse attaque Akai. Donc ils ne savent plus vraiment où donner de la tête. Black, ou Black Zamasu, enfin comme vous voulez, de toute façon on sait maintenant qu'ils sont les mêmes. Enfin d'après ses dires bien sûr. Et je vais revenir sur ça dans un petit moment, ne vous inquiétez pas. En tout cas ce Black justifie sa présence en tant que Zamasu du présent qui possède un corps de Goku, grâce à la Time Ring. Vous vous souvenez, moi je vous avais dit que Zamasu du présent avait forcément survécu parce qu'il avait certainement fait un double de lui-même. Ce qui peut rester une explication plausible et qui pourrait fonctionner en tout cas en passant par Porunga, etc. Mais pour le bien de cette review, je vais me focaliser énormément sur cette fameuse Time Ring, ses possibilités et l'utilisation des timelines. Je vous ai fait une sorte de tableau récapitulatif que je vais vous afficher dans quelques minutes à l'écran, le temps qu'on arrive à ce passage-là, et vous verrez que je vais focaliser énormément sur l'utilisation de la Time Ring. Je vais me focaliser sur cette option-là qui nous a été décrite dans l'épisode, car déjà pour moi l'épisode manquait de, peut-être pas de clarté, mais en tout cas n'était pas assez explicite quant aux explications qu'il fournissait. Surtout en sachant que ça s'adresse à un public jeune, donc déjà pour vous sensibiliser un peu sur mon avis, je ne comprends pas, vraiment pas pourquoi, la série fait des bonds en complexité sur son scénario et les explications qu'elle apporte. Je m'explique tout simplement. Tout le monde s'attendait à quelque chose de fou concernant l'origine du corps de Goku Black, soit le corps de Goku qu'il utilise. Et au final, pas grand chose. Le corps de Goku Black est Goku. Et après, on a commencé à se poser beaucoup de questions. Bon, le corps vient de là-bas, des trucs un peu compliqués quand même. Et au final, tout ça pour nous dire que voilà, c'était juste le corps de Goku, il n'y avait pas grand chose à comprendre et il a utilisé la bague. Mais derrière, au moment où il explique la chose vis-à-vis de la bague, ça devient ultra compliqué. Je ne dis pas que c'est un truc pour les scientifiques, mais quand même, il faut penser que c'est une œuvre qui vise un large public et en plus cible vraiment, à l'intérieur de ce large public, cible vraiment les enfants. Je me répète peut-être de vidéo en vidéo, mais je ne comprends pas comment des enfants peuvent comprendre l'explication qui est fournie sur les timelines avec en plus si peu d'éléments qu'on leur fournit. Je vais y revenir. Passé les quelques petites explications préliminaires, on nous montre rapidement que Zamasu du présent, sans trop d'explications, s'est retrouvé dans le Kaioshinkai de l'univers 10, dans le monde futur de Mirai Trunks. Et je précise bien que ce Zamasu-là, ce Zamasu du présent, a bien sa forme physique corporelle que l'on connaît, soit le Kaioshin à la peau verte et les cheveux blancs. On le voit récupérer tous les outils de Kaioshin de Gowasu du futur, Mirai Gowasu si vous voulez. Il met ses Potara et s'autoproclame Kaioshin et récupère les Time Rings. Et se focalise en particulier sur la Time Ring grise qui correspond à la timeline de Trunks. Car une Time Ring, sauf preuve du contraire, est relative à la timeline à laquelle elle appartient. C'est-à-dire, au cas où je n'aurais pas été assez clair, c'est que par exemple, si vous vous trouvez dans la timeline de Trunks, vous aurez une bague grise pour y naviguer à l'intérieur. Mais si vous allez dans la timeline à Goku, que l'on connaît, celui qui est vivant, eh bien, la Time Ring permettant d'accéder à la timeline de Trunks sera verte. Tout simplement car vous n'êtes plus dans la même timeline. Vous avez besoin de voyager entre timelines. C'est exactement ça. Sauf si bien sûr, il y a une façon de mixer, de combiner, de fusionner toutes les Time Rings en une seule pour utiliser tous leurs pouvoirs d'un coup. Mais ça n'a pas encore été prouvé. Mais c'est vrai que c'est une belle possibilité aussi. Et donc, la scène a été coupée pour nous montrer quelques attaques synchronisées de Goku Black et de Zamasu, et je vous invite énormément à aller voir ma précédente vidéo concernant les spoilers, en tout cas du moins si vous aimez les spoilers bien sûr, spoiler et résumé des épisodes 63 à 65. D'ailleurs, n'hésitez pas à passer la vidéo de 30 secondes car je vais révéler une petite info de cette vidéo là, enfin une grosse info, donc bouchez vos oreilles ou passez la vidéo de 30 secondes et j'aurai fini d'en parler avec ça. Donc rapidement pour ceux qui écoutent, cette attaque là synchronisée que l'on nous montre comme ayant une force surdéveloppée est tout simplement faite pour nous préparer à
à la future fusion de Zamasu du futur et de Black ou Zamasu du présent. C'est pour nous montrer que quand ils combinent leurs pouvoirs, il y a une sorte de résonance de leurs deux ki qui sont en plus divins et qui deviennent extraordinaires. Alors s'ils arrivent à faire des attaques de ces niveaux-là en étant indépendants, imaginez ce qu'ils vont faire en fusionnant. Bon, maintenant on retourne sur le fil de notre review, et pour ceux qui se sont bouchés les oreilles ou qui ont passé, je n'ai pas pu vous parler clairement de ce qui va se passer, etc. Mais je voudrais quand même vous mentionner qu'il est très important de noter, à savoir que quand Black et Zamasu du futur ont attaqué, et qu'ils l'ont fait de manière combinée et chorégraphiée et synchronisée, leurs attaques étaient beaucoup plus puissantes. Donc si vous n'aimez pas les spoilers, essayez de réfléchir à quoi cela pourrait mener et à ce que la série veut vous faire comprendre par ce biais-là. Sous cette attaque magistrale, les 3 Saiyajins se sont transformés dans leur forme actuelle du moment, soit le Blue et le Super Saiyan 2, et Goku, dans un élan de rage, on va dire, du moment, et sentant que la situation devient de plus en plus complexe, a foncé directement sur Zamasu l'immortel. Il a foncé vraiment en faisant une très belle attaque. Et d'ailleurs, on voit très bien que ce geste, aussi beau soit-il, n'était pas réfléchi du tout et ne servait à rien, car on a bien vu que Vegeta et Trunks n'ont pas attaqué, ils se sont transformés juste pour se protéger de l'attaque de Black et de Zamasu synchronisés. Et il y a un très beau détail qui a été mis, c'est que Vegeta et Goku se sont mis devant en protection pour Trunks. Cette fois-ci, Trunks ne s'est pas pris l'attaque de plein fouet et n'y a pas résisté tout seul en Super Saiyajin 2. Je fais référence au Kamehameha de Black quand il était en Super Saiyajin rosé et que Trunks a eu au final les mêmes dégâts, a reçu les mêmes dégâts que Goku Super Saiyajin Blue, ce qui semblait illogique. Là, ça va, c'est plutôt expliqué. Et donc, j'ai beaucoup aimé la scène où Zamasu se fait exploser la tête complètement. Une très belle scène, aussi bien sur la phase d'attaque que sur sa tête qui est découpée avec la fumée, etc. et qui réapparaît bien sûr car il est immortel. Ne vous faites pas de fausses idées, ce n'est pas une tortue, il n'a pas rentré sa tête dans son corps. Et Goku, il est un peu débile encore sur le coup parce qu'il se dit « Wow, la tête repousse », mais c'est presque logique. Et on a donc un enchaînement d'attaques combinées et synchronisées, là où Zamasu du futur sert de leurre, etc. Voilà, ça commence à devenir un peu vu et revu, même si au final c'est la meilleure tactique à aborder, mais on aimerait peut-être en voir un petit peu plus, je sais pas, peut-être que j'en demande trop. Mais revoir à chaque fois le même développement de combat, revoir se reproduire les mêmes scènes, sauf que ce sont des coups différents qui sont portés quelque part, voir la même stratégie de combat, c'est un peu limite. Surtout que dans Dragon Ball, on va dire qu'il n'y a pas forcément toujours une grosse stratégie de combat, c'est un combat entre deux forces brutes. Et là, pour une fois qu'il pourrait y avoir un peu plus de stratégie peut-être, elle n'est pas vraiment utilisée à bon escient. Les leurres que fait Zamasu du futur sont bien trop visibles, c'est là où je veux en venir. Et donc on reste encore face à un Vegeta qui reste sans bouger, malgré le fait que Goku vient de se faire plutôt défoncer. Et sans dit long déjà sur Vegeta qui est très pensif, qui réfléchit beaucoup, car la Team Z qui affronte ces deux-là n'a pas de plan. Vegeta l'a déjà dit, il a dit très bien je crois dans l'épisode précédent ou celui d'avant, ça change pas grand chose. Je vois pas trop pourquoi on y retourne, enfin je me demande comment on va faire en y retournant là-bas, car on n'a pas de plan. Et Goku lui a dit on verra bien. Et vous voyez, on verra bien, il se fait envoyer dans les bâtiments, etc. Ça devient compliqué. Et malgré leur prise du dessus sur le combat, les deux prennent de plus en plus la grosse tête et s'arrêtent pour parler, pour raconter ce qu'ils ont fait et comment ils ont agi. Il n'y a rien qui les pousse à le faire, mais je pense qu'ils se sentent de plus en plus supérieurs et suprêmes, que leur pouvoir dépasse ceux de leur adversaire, et que donc ils ont très bien le temps de s'arrêter et de parler face à des ennemis qui leur en veulent la mort. Tout simplement car ils ne sont pas des dieux. Mais, pour satisfaire notre attente, bien sûr, nous avons les explications qui arrivent. Et nous voyons donc la suite de la scène que je vous détaillais précédemment. Là où je vous disais que c'était Zamasu du présent, sous sa forme physique que l'on connaît, qui venait de tuer Gowasu. Et pourtant, d'un coup, il apparaît sur la forme de Black, donc sur la forme du corps de Goku, devant Zamasu du futur. Et je tiens à vous noter et à vous mentionner que Black a tué Gowasu avec l'attaque, la lame tranchante qui fait autour de sa main, mais cette fois-ci, elle ressemble comme deux gouttes d'eau à celle de Zamasu. Alors que, souvenez-vous, quand il est en Super Saiyajin rosé, il a une grande lame avec un ki rose, etc. En fait, je pense que ça s'explique juste par la forme et la transformation, et que le fait que le pouvoir de Black Goku, de Goku Black, s'amplifie par la transformation en Super Saiyajin rosé, fait que la lame est beaucoup plus grande que celle que Zamasu normal dans son corps classique aurait pu faire, due à la différence de puissance. Et c'est donc aussi évocateur, je pense, du fossé qui sépare Goku Black de Zamasu et même de Mirai Zamasu. Il faut donc pour une fois, et malheureusement s'amuser à comparer qui est la plus longue et voir qui est le plus fort de cette manière-là. Ceci bien sûr sans mauvais jeu de mots. Et donc on progresse et je voudrais vous alerter sur le paradoxe de la situation. On arrive sur la scène où Zamasu arrivait pour porter le thé à Gowasu et allait très certainement le tuer dans la timeline de Trunks. Je parle bien sûr de Mirai Zamasu, celui du futur. Il allait le faire apparemment d'après les dires de Goku Black, qui se met à parler à son homologue du futur. Il lui dit voilà, c'est ça ce que tu allais faire, n'est-ce pas? Et pourtant, je comprends parfaitement que Zamasu du futur soit étonné qu'il ne comprenne rien à la situation. On le voit sur sa tête vraiment, il est bloqué et on peut dire vraiment là, il bug complètement. Ça, je le comprends parfaitement et c'est logique et c'est normal.
Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi ce Zamasu-là s'est mis à courir et à vouloir presque secourir Gowasu du futur, et en lui disant « Oh, Gowasu-sama », enfin je me rappelle plus exactement de la phrase, je vous mets l'image à l'écran en tout cas, là où presque il voulait prendre soin de son ancien maître, il ne comprenait pas trop ce qui lui arrivait, il s'est mis près de lui pour lui porter secours, vraiment. S'il comptait pleinement tuer Gowasu à ce moment-là, il aurait dû être juste étonné, peut-être s'approcher, mais pas de la manière dont il a fait, on aurait dit qu'il voulait porter secours, qu'il ne comprenait pas. Vraiment, ce que je veux dire par là, c'est qu'il a le visage super inquiet. Il n'a pas vraiment le visage étonné, mais le visage inquiet de ce qu'il se passe. Et pourtant, c'est vrai, d'où justement le paradoxe que quand derrière Black lui explique, on va dire en 10 secondes la situation, Zamasu hésite un peu, mais tend la main, récupère la Potara et commence à se faire ami-ami avec Black. Et ils en viennent même à la scène du fameux câlin, etc. Et hormis le fait qu'elle puisse sembler amusante, etc., bon voilà, c'était pour marquer l'accord, peu importe. C'est sûr que c'était drôle, j'ai beaucoup rigolé face à ça. Mais moi, là où je voudrais vraiment appuyer, c'est que peut-être que c'est un effet de la Toei Animation qui veut ça, mais leur rencontre a été super rapide. La durée des explications entre ces deux-là a été super rapide. Peut-être que c'était pour abréger pour nous dans l'épisode, mais franchement, ils auraient dû un peu insister sur le fait que Zamasu du futur ne croyait pas ce qu'il arrivait et ne croyait surtout pas la personne en face de lui. Car Goku Black a la forme d'un Saiyajin, donc d'un mortel. Et Black lui explique donc la situation et lui dit que voilà, tranquille, il lui dit « Je suis toi, je vais faire la même chose que toi, etc. » Vous connaissez l'histoire. Moi, ce qui me choque, c'est que Zamasu du futur accepte et comprenne la situation en si peu de temps et fasse confiance à cet inconnu, en tout cas de forme inconnue, si vite. Ce n'est pas possible. Imaginez-vous d'un coup dans votre chambre ou n'importe où, il arrive quelqu'un dans un autre corps que le vôtre et vous dit qu'il est vous-même d'un autre monde parallèle, ça fait gros à croire sur le coup quand même. Je sais qu'on est dans Dragon Ball, mais tout de même, ce n'est pas quelque chose face auquel Zamasu est habitué de voir ses homologues venir le recruter en un claquement de doigts. Ça reste bizarre, mais en même temps, ça reste inexpliqué. Donc on va dire que c'est une volonté d'abréviation de la scène de la part des animateurs. On poursuit en fait avec les explications, et on nous dit donc que les Super Dragon Ball ont été invoqués, mais surtout qu'ils ont demandé en dernier vœu à ce que les Super Dragon Ball soient complètement détruites, afin que plus personne ne puisse s'en servir. Il y a plein de choses que je souhaite vous dire sur les Dragon Ball, sur les Super Dragon Ball, pardon. La première, c'est que j'ai encore bloqué sur ça, le fait que les Super Dragon Ball pouvaient se détruire elles-mêmes. D'accord, elles sont capables de tout, mais si l'on se rappelle bien, Super Shenron est dépendant du dieu dragon Zarama. Et ce fameux dieu n'aurait pas pensé à la possibilité que les Super Dragon Ball puissent se détruire elles-mêmes. C'est presque à se demander si, avec les Super Dragon Ball, on ne pourrait pas demander la destruction de Zeno ou du dieu dragon Zarama ou de peu importe. Allez savoir, étant donné que les Super Dragon Ball peuvent se détruire elles-mêmes. C'est un peu étrange tout de même. Et à partir de cela, de cette explication, Goku Black nous annonce donc qu'il a tué lui-même tous les Kaioshin de la timeline de Trunks, et par extension que tous les Akaishin sont morts également. D'ailleurs, on le voit dans l'image de flashback qui apparaît derrière Goku Black qu'il a les cheveux en forme normale, donc il n'a eu recours à aucune transformation à ce moment-là. À la suite de cela, encore beaucoup de questionnements, etc. Et Zamasu commence à faire comprendre, en répondant à Vegeta, qu'il aime beaucoup les planètes, la Terre, on va dire entre guillemets l'écologie, la nature, sauf qu'il n'aime pas ceux qui la composent et ce qui vit dessus de manière humaine et mortelle. Et on comprend donc pourquoi il n'a pas détruit bêtement la planète Terre, tout simplement parce qu'il l'affectionne beaucoup, comme il doit affectionner énormément les autres planètes. Sauf que je ne sais pas, peut-être que pour lui, personne d'humain ne doit les habiter, et peut-être qu'il laisserait juste la place aux animaux, etc., qui sont eux-mêmes des formes de vie. Et peut-être que celles-ci, il les tolère et les accepte très grandement, mais que les formes réfléchies d'humanoïdes, etc., ou même pas réfléchies, regardez les Babari. Mais voilà, peut-être que ces formes humaines humanoïdes, il les déteste complètement. Enfin, je dis pas peut-être, c'est sûr qu'il les déteste complètement, mais pas au point de vouloir détruire les planètes sur lesquelles ils vivent. Donc, quelque part, il est fou, mais en même temps, il est réfléchi, il sait ce qu'il fait. Je poursuis brièvement, on a eu des fameux échanges de coups, etc. Et honnêtement, je vais vous les afficher à l'écran. Quand ce type d'attaque est fait dans Dragon Ball, généralement, ça mène à pas grand-chose. Il y a peut-être des cas où ça a réussi, je me rappelle même pas, à vrai dire, mais dans ces cas-là, quand les héros ou le combattant de la Team Z fait ses petites attaques en rafale, on va dire, un peu comme s'il mitraillait l'ennemi avec ses vagues de ki, j'ai l'impression que ça ne mène jamais à rien. Rappelez-vous de Vegeta face à Cell quand Trunks s'est fait détruire, Vegeta l'a enchaîné comme ça n'a rien donné. Rappelez-vous un des soldats de Freezer, je me rappelle même plus de son nom, celui-là qui ressemble énormément à Pipi, qui a attaqué Vegeta justement sur Namek et ça n'a rien fait à Vegeta. Dans Dragon Ball GT, on a eu alors là des milliers de fois cette attaque-là et ça n'a jamais rien donné. Goku également l'a tenté sur Cell, forme parfaite,
qui a eu le don de surprendre Cell, mais il a pu faire un bouclier, ça n'a rien donné. Il y a plusieurs fois où cette attaque-là n'a rien donné, car justement dans Dragon Ball, c'est plus les vraies attaques type Kamehameha, Big Bang, Final Flash, etc. qui donnent quelque chose, ou qui ressemblent à quelque chose du moins, ou qui permettent de donner quelque chose scénaristiquement. Exemple, le Final Flash de Trunks n'a donné rien en termes de combat, mais nous a prouvé que Zamasu du futur était immortel. Vous voyez, il y avait quelque chose derrière. La seule chose que ça a fait, en tout cas, ça a été d'énerver légèrement Goku Black, qui s'est mis à enchaîner toute la Team Z d'un seul coup, quasiment, à coup de téléportation, etc. Zamasu était là pour... Zamasu du futur était là pour envoyer quelques coups, un peu comme un finish. Et ils ont poursuivi, bien sûr, avec leurs attaques synchronisées, qui ont pour effet d'être beaucoup plus puissantes. Et on en est arrivé à la scène où Zamasu du futur est venu se plaquer contre Goku, l'a plaqué contre un mur et a fait une tête un peu étrange. Et beaucoup ont cru que Goku allait faire son premier bisou de sa vie, étant donné qu'il a annoncé qu'il n'avait jamais fait ça avec Chi-Chi. Mais finalement c'était juste pour être de plus en plus vicieux et lui expliquer ce qui était arrivé à lui-même, le corps, l'origine du corps concrètement, et comment il avait obtenu et qu'est-ce qui est arrivé à sa famille. Déjà quand j'ai entendu ça, le mot famille, j'ai su directement que ça allait partir en vrille, c'était obligé. Et donc on a la poursuite de l'explication, c'est un peu un épisode entrecoupé de phases de combat et d'explications, qui a en fait pour but de nous expliquer comment Zamasu du présent a pu arriver sous sa forme normale dans le Kaioshinkai de l'univers 10 de la timeline de Mirai Trunks, et d'un coup en une fraction de seconde apparaître sous la forme de Goku Black, tout simplement grâce au voyage temporel. Car en voyageant, il a pu aller récupérer les Super Dragon Ball et les rassembler et appeler Super Shenron, et lui demander d'obtenir le corps de Goku. Là, je trouve que la série, le moment a été avare en détail. Je ne vous parle pas de quelle timeline vient Goku, ça je vais essayer de vous l'expliquer. Mais je me demande simplement pourquoi c'est Goku de ce moment-là devant le tracteur qui a été choisi. Est-ce que c'est le Super Shenron qui a choisi arbitrairement ce Goku-là, enfin de cette époque-là de sa timeline? Enfin voilà, ça manque un peu d'explication, je ne sais pas pourquoi il a pris un Goku plus puissant ou moins puissant, on ne sait pas. Parce qu'au final, Zamasu a entendu parler du Goku ayant battu Majin Buu. Alors pourquoi est-ce qu'on a celui du début de Dragon Ball Super? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas celui qui vient tout juste de battre Buu? Voilà, ce qui me dérange un peu, c'est qu'on n'ait pas eu de précision supplémentaire sur pourquoi le Goku de ce moment-là, dans la ligne temporelle de cette timeline précise, a été choisi. On nous a entre guillemets expliqué pourquoi cette timeline-là avait été choisie, mais pas pourquoi ce moment précis dans la timeline avait été choisi. Et donc, tout naturellement, on voit les deux personnages échanger leur corps. Goku se transforme en espèce de grenouille, à savoir Zamasu, et par contre, Zamasu, lui, devient très classe en ayant un espèce de Goku en Kaioshin. Dans les vêtements de Kaioshin, je le préfère peut-être comme ça que dans les vêtements de Black, en fait. Il est vraiment excellent à voir comme ça, son design est magnifique, j'espère qu'il sera jouable d'ailleurs dans les prochains jeux Dragon Ball. Goku était vraiment très amusant à voir dans le corps de Black. C'était un peu idiot, mais vraiment, c'était amusant à voir de le voir dans cette fameuse grenouille, comme j'aime bien l'appeler. Goten a eu la très mauvaise idée de ramener sa mère pour venir voir son père, l'état dans lequel il est, et Black s'est ramené, enfin le Zamasu du présent comme vous voulez, s'est ramené à ce moment-là un peu pour finir le travail. Et on nous montre pas la scène, ce qui est un peu dommage, mais il a apparemment tué à la fois le Goku qui vient d'obtenir le corps de Zamasu, il a tué Goten et il a tué Chi-Chi. Cela on le comprend par des cris, bien que souvent dans les séries, les cris etc. ça ne veut pas tout dire. Mais on peut s'imaginer qu'un des trois ait survécu. Peut-être que Chi-Chi et Goten sont morts, mais que le Goku Zamasu de là-bas est vivant, voilà, on ne peut pas vraiment statuer sur ça, on ne l'a pas vu de nos propres yeux. On m'a aussi fait réagir sur ça en commentaire en me disant que c'est bizarre que l'on n'ait pas vu Goten et Goku se battre, enfin le Goku Zamasu se battre face à Black. Voilà, soit c'était pour aller très vite, soit c'est peut-être que ça cache encore quelque chose sur le fait que ce fameux Goku Zamasu soit encore vivant, pourquoi pas. Ça ferait un peu une redite du combat contre Ginyu, là où Goku était dans le corps à Ginyu et n'est pas mort, il était là, voilà. Et ça pourrait peut-être être intéressant de le voir débarquer, et un peu insolite de le voir débarquer sous cette forme-là dans le futur pour essayer de retrouver son corps, etc. Et en profiter de cette explication-là, Goku Black transperce à la fois Zamasu immortel et Goku, en lui disant voilà, je t'ai tué de la même manière. Ça veut dire que la première fois, il en a fini avec Goku de cette manière-là. Bien que l'on voit le Zamasu Goku au sol, je vous l'affiche à l'écran, mais on n'a pas de preuve ultra concrète de sa mort, c'est-à-dire un peu comme on le voit dans les films, quand un personnage meurt, et c'est quelque chose qui arrive très souvent dans les films. Quand un personnage meurt, normalement on a une scène assez longue, où on le voit vraiment mourir, ses yeux se ferment, etc. Tandis que quand on veut nous faire croire à sa mort, c'est soit dans une explosion, mais on ne sait pas ce qu'il est devenu, ou alors on le voit de très long et chuté, mais on ne sait pas vraiment dans quel état il est resté, voilà, et là c'est un peu ce cas-là qui se produit. Ça peut être encore une fois pour abréger la scène. En tout cas, j'y reviendrai dessus dans une vidéo, c'est presque sûr. Et malgré tout, eux qui pensaient en avoir fini avec Goku se sont bien trompés, car Goku nous a donné du vrai Goku cette fois-ci.
Il s'est énervé complètement, rien qu'en pensant à ce qui est arrivé à sa femme et son fils d'une timeline alternative. Ça l'a mis hors de lui comme si c'était sa propre famille directement qui avait été tuée sans en défense. Il n'a pas pu supporter ça comme il n'a pas pu supporter Krillin se faire tuer face à Freezer, et il a dit exactement la même phrase à ces personnages-là que celle qu'il a dit à Freezer. Je ne vous le pardonnerai jamais. Et c'est une explosion de colère magnifique qu'a eu Goku, et on voit très bien que son ki s'est amplifié complètement et que là vraiment il était vraiment sérieux au maximum. On a vu quelques éclairs se dégager de son ki. Je ne pense pas que l'on puisse parler de Super Saiyan Blue 2. On n'en est pas encore là. Mais honnêtement, vu l'état de l'épisode et de la situation, je pense qu'on peut s'approcher à des transformations intermédiaires telles que c'était le cas dans l'Arc Cell, là où on développait le Super Saiyan 1.5, si je peux m'exprimer ainsi en fait. Et donc, concentrons-nous sur cet élan de colère de Goku, qui, je vous le fais remarquer au passage, a énormément plu à Black Goku, à Goku Black. Ça l'a intéressé énormément. Tandis que Mirai Zamasu, lui, ça lui a moins plu. Pour deux raisons. Déjà parce que Mirai Zamasu a dû se dire merde, on l'avait transpercé, il est toujours vivant. Ce qui veut dire que le mec il rigole pas du tout. En plus, il est devenu beaucoup plus fort. Et de l'autre côté, Goku Black est content parce qu'il se dit qu'il va encore pouvoir se mesurer à Goku et développer sa propre force. Voilà comment il perçoit. Et retenez bien ce que je viens de vous dire là, car ça a une importance cruciale pour la fin de l'épisode. Car une situation similaire s'est présentée, mais Goku Black n'a pas réagi du tout de la même manière. Et c'est un enchaînement magistral que nous a fait Goku. Il a réussi à gérer les deux ennemis à la fois, à savoir Black et Zamasu du futur. Il les a enchaînés de tous les côtés. Quand il leur a mis des coups, ça a fait quelques impacts sur leur corps, un peu à la Gogeta qui tapait Janemba. Et c'était vraiment très plaisant à voir. On a eu aussi des impacts de coups qui transperçaient le corps complètement, un peu comme ceux de Hit. Vous savez, quand il frappait à un endroit, derrière il y avait l'impact, la zone de choc, comment dire, un effet de puissance qui se dégageait du corps de l'ennemi, enfin, ou de Goku, de Vegeta à l'époque. Ben là, c'est pareil sur Black. Il se prend un coup, il se fait transpercer par une sorte de vague, une pression énergétique. Goku ne laisse le temps à aucun des deux d'agir, il tape sur tous les fronts et montre bien à Zamasu du futur que son niveau reste très inférieur, en lui mettant un petit coup dans la tête sans le regarder parce que son regard est focus et concentré pleinement sur Goku Black. Et j'ai vraiment adoré le passage où Goku, c'était merveilleux, a envoyé quelques vagues de ki à Zamasu immortel en lui disant je m'en fous complètement que tu sois immortel, en voulant dire t'inquiète pas, je vais te défoncer quand même, tu peux être immortel, j'en ai rien à foutre. Voilà, c'était un peu ça. Et là, ça faisait vraiment plaisir à voir aussi bien sur le comportement que sur les dialogues. Et Goku arrive face à celui qu'il considère, je pense, comme son adversaire le plus important et le plus méprisable des deux, c'est Zamasu du présent, qui est vraiment lâche et qui a tué en plus sa famille, enfin sa famille parallèle on va dire. Et Goku fixe cet ennemi-là, et c'est vrai que d'habitude Goku aurait eu de l'indulgence, se serait dit non, je vais livrer un beau combat, etc. Je vais même relever mon ennemi pour qu'il combatte avec moi, mais là ce n'est pas le cas. Et c'est même une des rares fois où l'on voit Goku faire ça. Regardez son ennemi, rappelez-vous, même face à Freezer, il lui avait laissé une dernière chance. Bon après, il a été obligé de le combattre au maximum, mais il lui avait laissé une chance de s'échapper. Et pourtant c'était Freezer, celui qui venait de tuer Krillin. Et donc, petite parenthèse fermée, j'en reviens au fait que Goku a regardé l'ennemi et s'est énervé encore plus. Tellement qu'il a voulu lui foutre un coup de poing qui avait l'air de partir d'une manière énorme. On aurait pu presque se demander s'il allait pas lui faire un poing du dragon. Mais c'est quelque part dommage car la scène a été beaucoup trop courte. Cet énervement de Goku a dû durer, je ne sais pas, moi, 1 minute 30, ce qui n'est pas vraiment énorme. Et Black a repris immédiatement le dessus, a paré les coups de Goku et a dit qu'il est devenu encore plus fort. Il a fait appel à son ki divin et je ne sais pas si c'est la faute à l'animation ou quoi que ce soit, mais j'ai trouvé que ses cheveux étaient légèrement plus hérissés vers le haut qu'en forme Super Saiyan rosé de base. Je ne dis pas qu'il était vers une forme numéro 2, mais que bizarrement on s'approche vers des formes un peu transitoires, c'est mon avis. Goku Black lui montre sa nouvelle lame de ki, apparemment il vient d'obtenir cette forme-là, cette puissance-là, qui a l'air vraiment énorme. Beaucoup de monde a pensé au Tenza Zangetsu de Bleach, enfin de Kurosaki Ichigo, parce que la manière dont il l'a présenté, l'angle de vue, etc., il faisait énormément penser, et c'est vrai que c'était magnifique. Ce qui était encore plus magnifique derrière, même si ça faisait pas plaisir à voir, c'est la manière dont Black a enchaîné Goku en lui envoyant des attaques transperçantes, un peu comme les attaques de Freezer, là où il faisait un peu le pistolet avec ses doigts, et derrière il a fait un peu comme une pose d'arts martiaux, un peu comme pour donner l'ordre à ces pics-là d'exploser, de faire une vague de ki rose explosive, ce qui a laissé Goku complètement KO. Mais honnêtement, la scène où Goku Black a fait ces enchaînements-là, c'était vraiment digne d'une cinématique de jeu vidéo, vraiment un truc magnifique. Et c'est par la suite que l'on a une phase de discussion entre Mirai Trunks qui veut prendre un peu le devant de la scène, qui dit à Vegeta de ne même pas s'en occuper, et qu'il va se les faire seul, et derrière on a un peu une réplique où les deux ennemis vont vraiment parler de manière synchronisée, ce qui est un peu étrange, mais bon pourquoi pas, ça doit être un effet de style, et vont accuser Mirai Trunks de tous les maux de la Terre, du monde et de l'univers, et des timelines. Et maintenant j'aimerais faire une pause pour vous expliquer, je vous avais dit que je serais très explicatif dans cette vidéo-là, pour vous expliquer ma vision sur les timelines à ce niveau-là, à ce moment, cette progression de l'épisode, ce qu'on nous en a appris, on va dire. Je vais vous afficher le petit tableau que j'ai fait.
le petit tracé, on va dire, où je vous présente les deux timelines. Celle que j'appelle la timeline du présent, la timeline du présent et la timeline de Trunks, pour que ça soit plus clair. Sauf qu'en fait, dans la réalité, c'est plus la timeline de Goku que l'on connaît, que l'on suit depuis DBZ, et l'autre qui est la timeline du futur de Mirai Trunks. Voilà, bon, c'est un peu comme ça, mais je l'ai raccourci et abrégé pour que ça soit plus clair. Donc, si chronologiquement je vous fais les éléments, vous voyez, c'est assez simple. On démarre d'un point dans la timeline présent, là où Trunks vient prévenir tout le monde du présent, Goku et les autres, de l'apparition de Goku Black chez lui, dans sa timeline. On en vient ensuite au combat entre Goku Black et Goku, à partir duquel Whis peut sentir le ki de Zamasu en émaner d'une certaine manière. On a ensuite un passage qui, je ne sais pas vraiment s'il est vraiment à prendre en compte, là où Goku rencontre Zamasu et se bat avec lui. Car sachez, je le répète souvent dans les commentaires, et je pense, et j'espère que c'est à juste titre, que dans le manga papier, Zamasu n'a jamais rencontré Goku. Dans le manga papier, Zamasu a combattu contre Kibito à la place de Goku. Et il a seulement entendu parler des exploits de Goku dans le passé, ce qui a fait augmenter sa haine vis-à-vis des humains. Ce n'est pas pareil que de rencontrer Goku. Il ne l'a pas vu se battre, il ne l'a pas vu lui-même, voilà, il y a beaucoup de choses qu'il n'a pas vues. À la suite de cela, si je continue mon schéma, on a Gowasu du présent qui montre à Zamasu du présent les time rings, les explique, etc. et mentionne un idiot qui a fait un voyage temporel récemment. On peut supposer alors que l'idiot est Trunks qui vient de retourner dans le passé de l'autre timeline pour voir Goku et les autres et les prévenir, blablabla, voilà tout ça. Et donc si je poursuis, vous allez voir qu'il y a un point de scission, mais je vais continuer sur la ligne droite et vous dire qu'à un certain moment plus tard, Zamasu tue Gowasu. Il vole les Potara et la time ring et je parle bien de la timeline du présent. Il invoque Super Shenron et change de corps avec Goku et va dans la timeline de Trunks. Donc, en quelque sorte, il faut se dire et accepter le fait que même si on ne l'a pas vu se produire, dans la timeline que l'on connaît, que l'on suit, là où il y a Goku Super Saiyan Blue, Vegeta Super Saiyan Blue, etc., celle que l'on connaît habituellement, eh bien là-dedans, d'une certaine manière, à la base, Zamasu du présent a réussi à mettre son plan en action dans le futur et à tuer Gowasu, à obtenir le corps de Goku, etc. Sauf que dans la timeline de Trunks, eh bien Trunks a décidé de retourner dans le passé comme il a fait à l'époque de Cell. Ce qui fait qu'après avoir vu Bulma se faire tuer, etc., bon, c'était déjà planifié. À l'épisode 47-48, on a donc Trunks qui retourne dans le passé de l'autre timeline pour prévenir tout le monde, ce qui change la donne. C'est pareil, c'est vraiment la même chose qu'à l'époque des androïdes. Dans les deux timelines, des androïdes allaient apparaître, et ici dans les deux timelines, Goku Black était fait pour apparaître. Mais que Mirai Trunks a décidé de protéger tout le monde et le seul moyen qu'il a eu pour faire cela, c'est de revenir en arrière, ayant pour but d'en arriver à la scission que vous voyez sur la timeline du présent, là où on peut dire que la timeline est en quelque sorte réparée, selon la vision de Trunks en tout cas, mais n'est pas réparée au sens logique temporel divine, là où Beerus tue Zamasu avant qu'il puisse faire le bordel. Donc, en quelque sorte, l'histoire que l'on est en train de suivre, à partir du moment où Beerus a tué Zamasu, on est dans une nouvelle timeline. C'est un peu ça qu'il faut se dire. Enfin, ce n'est pas un peu ça, je pense clairement que c'est ça qu'il faut se dire en fait. C'est un peu comme si jusqu'à l'arrivée de Trunks, il était prévu que Zamasu mette son plan en action et c'est comme ça que ça s'est passé dans la ligne du futur. Et je ne fais pas de mélange entre les futurs, ne vous détrompez pas. Je suis très clair dans mon esprit. Hein. Quand je vous dis futur, je parle du futur de la timeline que l'on connaît. Et c'était prévu qu'il tue. Et au final, il y a eu une dérive qui s'est produite grâce à l'arrivée ou à cause, comme vous voulez, de l'arrivée de Trunks, qui a fait en sorte que les choses se passe presque pareil, sauf que Beerus a pu s'en mêler et tuer Zamasu, mais ceci n'a pas changé le destin de la timeline, mais en a juste créé une autre. Et donc quand Goku Black dit qu'il est Zamasu du présent qui a pu échapper à ce qui lui est arrivé dans le passé, c'est tout simplement car il vient de la timeline du présent dans laquelle son plan s'est bien déroulé, et que donc son homologue qui s'est fait détruire, il s'est fait vraiment détruire. Après, tout cela se tient, mais il y a toujours quelque chose qu'il faut encore m'expliquer, ce sont les propos de Beerus. Il a bien dit, quand un dieu tue un autre dieu, l'espace-temps lui-même tout entier est affecté. Et il ne l'a pas dit explicitement, mais il sous-entendait le fait que Zamasu et Black, enfin peu importe, un peu tout le lot des ennemis grenouilles, n'existeraient plus nulle part, car il venait de tuer Zamasu du présent. Or, ça n'a eu que pour effet de créer une nouvelle timeline, car Black a pu voyager ailleurs, etc. Je ne comprends pas vraiment, selon si je me fie aux propos de Beerus, pourquoi alors il est toujours vivant. Est-ce une simple erreur de Beerus? Mais ça me paraît un peu gros qu'un dieu de cette envergure se trompe, et en plus il était vraiment sûr de lui. Donc quel est l'élément perturbateur qui fait que Zamasu est toujours vivant? Est-ce que le fait qu'il ait pu mettre en place son plan et rendre un des deux Zamasu immortel fait que aucun des Zamasu ne meurt?
Ça me paraît un peu gros, normalement il y a juste l'immortel qui devrait rester vivant et les autres se faire détruire aussi par le Hakai qui devrait toucher tout le monde, tous les univers, toutes les timelines. J'espère que vous me suivez et venez me donner votre avis en commentaire, en tout cas j'en serais très curieux de vous lire à propos de ce sujet qui me tiraille un petit peu. Et c'était pour ça que moi je vous avais proposé l'explication qui se basait sur un double que Zamasu du présent aurait créé au préalable, faisant en sorte que le double se fasse tuer, et étant donné qu'il est juste un double, tous les autres Zamasu restent vivants et continuent leur plan, etc. Sauf que là, s'il s'est vraiment fait tuer dans une timeline, ok, c'est une autre timeline, mais apparemment, et normalement, d'après les dires de Beerus, tous les Zamasu de toutes les timelines, même s'il y en avait 108, se feraient tous tuer instantanément grâce au Hakai de Beerus. C'est un peu louche tout de même, et comme je vous ai dit, l'épisode manquait d'explications claires et explicites. Surtout quand l'on s'adresse à des enfants, je vous le répète, on ne leur parle pas de cette manière-là, on donne quelque chose de plus clair. Je ne dis pas de faire du Dora l'exploratrice, mais quelque chose de clair. Bon, on en a fini avec cette explication qui est vraie et complexe, et n'hésitez pas à venir me donner vos retours vis-à-vis de cette image. Donc bien sûr, vous êtes déjà venus plusieurs, et je vous en remercie dans les commentaires, à venir m'être proposé ce type de tableau, de timeline dessiné, etc. par vos propres soins, et je vous en remercie. Et bien sûr, il est fort probable que vous y voyez des ressemblances, mais vous verrez aussi que à certains niveaux c'est différent, tout simplement parce qu'on cherche tous la logique. Donc forcément, en cherchant la logique, il n'y en a qu'une. Donc on arrive à certaines conclusions qui sont les mêmes. Et après, il y a toujours une petite partie de notre compréhension subjective qui fait le reste du travail, ce qui fait que l'on a des différences. Sans compter en plus que l'on peut tomber sur diverses traductions, ce qui n'arrange pas l'histoire. Et donc, à force de continuer à taper sur le cerveau, sur la tête, taper moralement, de Mirai Trunks, on voit qu'il commence à avoir une poussée d'énervement, et finalement il ressurgit, il rebondit sur les ennemis en forme Super Saiyajin 2. Enfin, il n'y a pas les éclairs, mais bon, on va supposer que c'est du Super Saiyajin 2. Vous remarquerez que la scène dans la preview où Black attrape et fait une sorte de clé pour étouffer Trunks était différente dans l'épisode, légèrement différente, car dans la preview de cet épisode, Mirai Trunks avait des pupilles au niveau des yeux, ce qui était très anormal pour un Super Saiyajin, ou Super Saiyajin 2. Tandis que là, dans l'épisode, ils ont corrigé cette phase d'animation et ont enlevé les pupilles, enfin, on fait une pupille unifiée plutôt, la pupille bleue totalement. Il avait une sorte de rétine qui apparaissait un peu plus foncée. Tandis que là, ça a été unifié pour montrer que non, ce n'était pas là qu'il allait nous sortir une future transformation. Et on a Trunks qui s'effondre au sol et Vegeta qui reste un peu impassible, qui regarde tout ça. Au début, je me suis dit que sur le premier coup, comme ça à chaud, je me suis dit que le traitement de Vegeta laissait à désirer. Et c'est vrai, on attend tous qu'il nous sorte une poussée d'énervement, quelque chose qui va faire qu'on va vraiment le soutenir dans un combat. Et dans un combat qui va durer, qui sera peut-être même à son avantage, qui sait. Et pourtant, ce n'est toujours pas le cas. Il reste là, il parle, alors que son fils s'est fait quasiment tuer. Goku, on ne sait même pas dans quel état il est, etc. Il est un peu le dernier rempart. Et donc, on pourrait se dire, c'est lui qui va sauter au combat. Eh bien, quelque part, il n'a pas tort. Là où il a tort, c'est d'être en forme normale et pas en Super Saiyajin Blue. Car ça lui baisse la qualité de ses réflexes et de sa vitesse si des fois quelqu'un se met à l'attaquer. Cependant, il n'a peut-être pas tort de ne pas attaquer, avec beaucoup de réflexion et beaucoup de prise sur soi, car on aime Vegeta et on aime Vegeta qui tape. Mais, il est le dernier backup, vous voyez, la dernière un peu la chance de survie. S'il faut les embarquer, les déménager quelque part, etc., prendre la retraite, il est le seul en état de le faire. Et de toute façon, Vegeta, dès le départ, ne cesse de répéter qu'ils n'ont pas de plan, ce n'est pas bon d'y aller comme ça. Donc là, il se dit, on n'a pas de plan, je préfère réfléchir sur la situation actuelle. Je pense que c'est ce qu'il se dit dans sa tête. J'interviendrai si nécessaire, si quelqu'un va se prendre un coup final, vraiment final, mais tant que rien de ceci ne se produit, je reste dans mon coin. Et laisse la situation évoluer en espérant quelque chose d'un peu providentiel, je dirais. C'est bête de se reposer sur ça, mais malheureusement, il n'a pas trop le choix. Sa force brute ne fait pas le poids. Mais le hasard, entre guillemets, fait bien les choses. Trunks nous livre une énorme et magnifique scène d'énervement, dans laquelle son pouvoir s'amplifie de plus en plus, et vraiment ça part dans tous les sens. On a du mal à le qualifier. Et en voyant cette transfo-là, j'ai vu passer un peu de tout sous mes yeux, honnêtement. J'ai vu que ça commençait, on va dire, sur l'énervement de Gohanado, Super Saiyajin 2, et tout le monde y a certainement pensé. Après, Trunks est parti s'est courbé le dos en arrière, un peu encore comme le Super Saiyajin 2, voire même le Super Saiyajin 3 de Goku. Il avait pris à peu près la même position courbée pendant que ses cheveux poussaient, etc. D'ailleurs, on a eu un plan sur Goku au sol qui regarde Trunks s'énerver. Ça m'a rappelé également quand Gohanado s'est transformé en Super Saiyajin 2 et que Goku était au sol et le regarde en souriant. Bon là, Goku est plus étonné que souriant et en plus il est beaucoup plus éclaté que dans l'arc Cell. En plus, ce qui étonne énormément Zamasu et Black, enfin les deux Zamasu, qui le regardent d'un air vraiment très étonné, tous les deux. Et sous cet effet de colère-là, Mirai Trunks poursuit
sa poussée d'énervement, de colère et de montée en puissance de son ki, car tout est lié, et va même jusqu'à en perdre ses pupilles, chose qu'il a déjà fait dans l'anime au moment de sa transformation en Super Trunks, en Super Saiyajin Dai Sandankai. Durant cette transformation, on a vu vraiment beaucoup de choses. Enfin, on en a vu beaucoup sans en voir trop. Comme je vous ai dit, déjà il a perdu ses pupilles. Bien sûr, ça rappelait à tout le monde la transformation en mode Broly. Mais ce n'est pas ça, Broly n'est pas canon, ce n'est pas le Super Saiyajin légendaire. Il n'y a plus besoin de se justifier, d'expliquer pendant des heures, Broly n'est pas canon, et le Super Saiyajin légendaire non plus. Le seul Super Saiyajin de la légende ou légendaire qui est mentionné dans la série, c'est sur Namek, quand Vegeta en parle et il fait référence au Super Saiyajin 1. Donc je pense qu'il faut mettre le holà à cela, ce n'est pas ça. Par contre, plus intéressant, on voit les muscles de Trunks qui se développent énormément, sans atteindre sa forme Dai Sandankai, mais c'est pour lui donner un peu plus de prestance, un peu plus de cohérence vis-à-vis de son niveau de puissance, et puis voilà, c'est du Dragon Ball. Les personnages dans Dragon Ball Super sont tout fins, donc autant leur donner un peu plus de musculature au moment des transfos, c'est pas mal. Et ce que l'on voit plus particulièrement, c'est cette espèce d'aura de ki divin bleu qu'il est en train en quelque sorte d'assimiler, d'absorber, de combiner à sa propre forme Super Saiyajin 2. Et là où on voit bien qu'il a une sorte d'absorption, c'est au moment de la scène sur ses cheveux. Ils sont tout bleus et d'un coup on voit comme si le ki rentrait en lui, s'infiltrer en lui, pour au final l'entourer un peu dans une double forme d'aura. Tout autour de lui c'est bleu, et autour de cette aura bleue, c'est la forme du Super Saiyajin 2. Ses cheveux ont encore poussé, et ressemblent plus ou moins à celle du Super Saiyajin 2 de Gohan. Alors que pourtant, quand Mirai Trunks était en forme de Super Saiyajin 2, ça n'avait rien à voir avec celle de Gohan. Ses cheveux ont poussé, ce qui ne veut pas dire qu'il est en train de se rapprocher du Super Saiyajin 3. Peut-être, mais franchement, étant donné la transformation qu'il vient d'avoir, je ne vois même pas l'utilité du Super Saiyajin 3. Je pense que c'est juste pour montrer l'expression de sa colère. Alors pourquoi est-ce que c'est du ki divin? Tout simplement, c'est visuel, ça se voit, de toute façon on est dans l'arc où ça parle de ki divin, dans la série où on parle de choses divines. Et il fallait bien que Trunks y goûte à un moment ou à un autre. Mais c'était difficile de lui faire accéder de la manière classique. Et si vous regardez bien le grain, cette espèce de poussière qui l'entoure, elle est commune à celle de Vegeta et de Goku quand ils sont en Super Saiyajin Blue. Donc il n'y a aucun doute quant à la qualité divine de ce qu'il a. Ses pas, quand il touche le sol, sont explosifs quasiment, il fait péter le sol, etc. Et avant de vous donner mon explication et mon idée là-dessus, sur cette transfo, mon point de vue concret, je voudrais vous alerter sur le regard que pose Goku Black sur Trunks. Et je vous avais dit de retenir ça en tête tout à l'heure. Car tout à l'heure, quand Goku s'est énervé et que Goku a eu une magnifique poussée d'énervement et de ki, il a amplifié énormément son Super Saiyajin Blue et bien Black était super heureux. Alors que là, regardez-le, je vous l'affiche aussi, il a l'air peut-être pas inquiet, mais il se questionne énormément sur ce qui se passe et il a l'air très méfiant de cette nouvelle forme. Il comprend que quelque chose de pas bon se trame. Ça peut vouloir dire deux choses, voire même les deux en même temps. Soit que Goku Black ne progresse pas vraiment ou très peu quand il combat d'autres adversaires que Goku, et d'ailleurs on en a plutôt la preuve, car en combattant Vegeta, Goku Black s'est amélioré mais sans plus, alors qu'en combattant Goku, il a réussi à le dépasser à chaque fois en un instant quasiment. Peut-être que son corps réagit énormément à celui de Goku, et donc ce qui laisse sous-entendre que Trunks vient d'atteindre une forme de puissance que Goku Black n'a pas. Ce qui veut dire que ce Trunks là que vous voyez est plus puissant que le Super Saiyajin rosé, et qu'il est plus puissant que le Super Saiyajin Blue. C'est quelque chose qu'on peut lire sur le regard de Goku Black là. Et en plus il se dit merde, là ce n'est pas Goku, donc il va me taper, je vais prendre les coups, et je ne vais pas vraiment m'améliorer face à cela. Peut-être un tout petit peu, mais ça ne sera pas suffisant, il aura largement le temps de m'enchaîner vraiment comme il veut. Je pense qu'à travers ce regard là, Goku Black est en train d'émettre de fortes craintes quant à l'avenir de son combat, qui est un indice fort sur la puissance actuelle de Mirai Trunks. Aussi abusé que soit ce power-up, c'est un indice. Et pour moi, si je dois vous donner une explication à cette transformation, je vous dirais déjà qu'elle va être éphémère. C'est la base, je pense, de cette transformation-là. C'est la base, déjà, un des critères de base de cette transfo, c'est qu'elle va être super éphémère, car déjà, elle n'est pas maîtrisée du tout. Trunks ne se rend vraiment pas compte de ce qu'il est en train de faire, j'en suis persuadé. Et c'est aussi pour ça qu'il a perdu ses pupilles. C'est souvent représentatif d'une perte de conscience dans Dragon Ball, et qu'il défonce tout le monde sur son passage sans maîtriser sa force, sans savoir comment il le fait, et que donc, au moins de bouleversement, au moins de chamboulement, la moindre vision qui pourrait le divertir en quelque sorte, le ferait retomber énormément en puissance, et le détransformer, si je peux dire ça ainsi. Et moi, j'ai fondé toute une idée vis-à-vis de cette transformation-là pour dire qu'elle n'est qu'un stade intermédiaire, permettant d'atteindre le Super Saiyajin Blue, le ki divin, pour un Saiyajin sans passer par le rituel. Alors vous allez me dire que je viens de dire que cette forme-là serait intermédiaire, mais qu'en même temps elle serait plus forte que sa forme supérieure, à savoir le Super Saiyajin Blue. Eh bien oui, je vous explique, tout simplement c'est une forme éphémère, c'est une forme instable, non maîtrisable. Et je pense, je vous le dis haut et fort, que Vegeta est passé par ce stade-là pour arriver lui-même à obtenir le Super Saiyajin Blue et le ki divin sans subir le rituel.
Il doit y avoir une forme, un stade où le Saiyajin ayant maîtrisé parfaitement son ki et l'ayant accumulé en une quantité énorme et plutôt pure, qu'arrivé à un stade, il y a un déclic qui se fait, et aussi par le biais d'un entraînement divin, qui fait que ce ki est atteignable. Et je vous parle d'entraînement divin car Vegeta est parti s'entraîner avec Whis, tandis que Mirai Trunks, ne l'oublions pas, s'est entraîné chez Kaioshin et Kibito pendant très longtemps, beaucoup plus longtemps que Gohan ne l'a fait, car on a très bien vu cela dans le chapitre 16, où Trunks s'entraînait pendant de longs moments, je ne sais pas si c'est des années ou pas, avec Kibito et Kaioshin Neptune, avec l'aide de la Z-Sword, dans laquelle un dieu lui-même est enfermé dedans, donc encore du ki divin un peu partout, et même le Kaioshin Kai de l'univers 10 doit un peu faire résonner le ki divin d'une certaine manière, doit transpirer le ki divin si je... Donc, à force de s'entraîner dans des espaces divins, on va dire, sachant que c'était le cas également pour Vegeta, étant donné qu'ils étaient dans le monde de Beerus, Whis, etc., et de côtoyer des êtres divins, et en plus maintenant de côtoyer Vegeta Blue et Goku Blue, au bout d'un moment, il y a tout un tout qui se crée et qui fait que l'on peut passer à un stade supérieur. Mais c'est un stade intermédiaire, un peu comme le Dai Sandankai, la forme Super Trunks, la forme Super Vegeta, qui n'étaient que des formes de transition vis-à-vis du Super Saiyajin 2. Et à vrai dire, on n'a même pas d'infos sur la force exacte du mode Dai Sandankai, là où les Saiyajins deviennent énormément musclés mais perdent énormément en vitesse. On a même l'impression que cette forme-là, en termes de force, était égale au Super Saiyajin 2. Donc, pour justifier l'idée comme quoi une transformation intermédiaire peut être aussi puissante, voire même plus, que la transformation qui la suit, mais qu'en contrepartie, elle présente énormément d'inconvénients. Pour le Dai Sandankai, c'était la perte de vitesse, et ici, ce serait le caractère éphémère, non maîtrisé et instable de la transformation. Ce qui voudrait dire que, en contrepartie de la maîtrise de ce ki divin qu'il vient d'acquérir, il devrait renoncer à un certain surplus de puissance pour pouvoir le maîtriser de manière stable. Et s'il le maîtrise de manière stable, il maîtrisera le Super Saiyajin Blue tout court, et non pas une forme un peu hybride telle qu'on le voit là, du Super Saiyajin mélangé à du Blue, etc. On voit bien que Trunks ne sait pas lui-même où il en est. Ces deux ki se manifestent en même temps, ça ne veut presque rien dire. C'est quelque chose aussi qui me fait penser que cet arc-là est en quelque sorte écrit ou redessiné par rapport à celui de l'arc Cell. On a les mêmes éléments d'une certaine manière, c'est un peu presque un reboot, une redite on va dire, de l'arc Cell avec les voyages temporels qui amènent un ennemi, Trunks qui vient annuler ça, mais qui au final fait empirer les choses. Les Saiyajins que l'on connaît viennent d'obtenir une nouvelle forme, à savoir le Super Saiyajin, mais Trunks lui nous arrive avec une forme intermédiaire qui a l'air d'exploser tout le monde, mais au final il va quand même perdre, et c'est ce qui pour moi se profile, je vais vous en parler dans la preview de l'épisode 62. Vous voyez, c'est un peu pareil, on pourrait dire que Black ou Zamasu est le Cell actuel, la machine temporelle, elle est la machine temporelle, voilà, elle a le même rôle. On y a rajouté quelques éléments divins, des Kaioshin, des bagues, etc., mais ça revient au même, et que donc on pourrait comparer le Super Saiyajin Dai Sandankai, la forme musclée de Trunks, à cette nouvelle forme, une forme transitoire, hybride, qui sera dépassée bientôt. Et peut-être qu'elle ne sera pas forcément dépassée en termes de puissance pure, mais qu'elle sera au moins atteinte de manière égale, et en plus en apportant au Saiyajin une maîtrise de soi et de son énergie. Voilà, vous voyez qu'on a quelques éléments qui sont teasés tout au long de l'épisode pour nous annoncer de futures transformations. Et ça se passe, encore une fois, comme dans l'arc Cell. Je pense que tout ceci est annonciateur et amorce de futures formes ou transformations. Et en parlant du mot forme, c'est plus comme ça que je qualifierais Trunks en ce moment. C'est une forme et pas vraiment une transfo, car il est en train de mélanger des choses, des éléments que l'on connaît un peu partout, et ça fait plus de cette situation, une forme éphémère qu'une transformation en part entière. Et j'ai donc fait le tour de cet épisode dans lequel j'avais besoin de mettre au clair avec vous pas mal d'explications. Il faut maintenant aborder ensemble la preview de l'épisode 62 de Dragon Ball Super. Très souvent, dans un épisode, ce que je préfère, c'est la preview du suivant. C'est bête, mais c'est un peu comme ça. Je pense que c'est tout simplement parce que les previews sont montés de manière, par les animateurs japonais, sont montés de manière à nous teaser, ce qui donne l'impression de les rendre un peu plus intéressantes, un peu plus mirambolesques, de les rendre un peu plus épiques que le passage ne le sera réellement lui-même dans l'épisode. Je voudrais m'attarder déjà sur le premier cliché. Regardez ce que je vous ai dit est en train de se passer. On finit sur un épisode où Trunks est transformé, donc forcément, il va poursuivre dans le prochain épisode en étant transformé. Et il va mener un combat. Et pourtant, regardez, le premier screen que l'on nous met, c'est Goku Black. Il passe derrière Trunks pour lui mettre un coup. Et on pourrait se dire, ouais, mais Trunks a atteint sa nouvelle transformation, il va parer ça très facilement. Mais non. Regardez le visage de Trunks, regardez ses yeux. Il a une pupille. Il n'est plus dans la forme que l'on voit en fin d'épisode. Ça y est, dès le premier screenshot de la preview de l'épisode suivant, on voit que Trunks ne va pas rester transformé comme cela. Ce qui confirme le fait qu'elle sera éphémère et que quelque chose va le choquer ou quelque chose comme ça, et va le faire redescendre sur Terre en quelque sorte, récupérer sa forme Super Saiyajin 2 basique et se faire défoncer comme d'hab. Et là, je pense que c'est ce qui est en train de se passer. À ce moment-là, Goku Black reprend la confiance et va porter un coup
fatale ou quasi fatale à Trunks, qui n'a pas les moyens de contrer cela. Il n'est plus dans sa forme suprême et ultime. Et par contre, preuve que les previews sont bien montés, dès l'image d'après, on nous montre Trunks qui met un coup magistral à Goku Black. Et là, regardez, il n'est pas du tout dans la même forme que dans le screen précédent. Ses yeux sont blancs, sa coupe de cheveux est différente, son état d'énervement n'est pas le même, il n'est pas choqué du tout. Si vous voulez, la première image que l'on nous montre de l'épisode 62 correspond plus à la fin de l'épisode qu'au début. Tandis que les images suivantes correspondent plus au début de l'épisode à venir que l'inverse. Ils aiment bien nous avoir sur les previews. Et là, clairement, on est dans les effets de la transformation de Trunks, qui se permet d'enchaîner des patates à Goku Black. Et regardez, il n'a plus son aura autour de lui, ça rend plutôt moins bien quand même. L'animation n'a pas l'air au top non plus. Et c'est un peu le souci. Ensuite, on poursuit avec Trunks qui fait faire la toupie à Goku Black, qui le fait tourner dans tous les sens. Et je pense clairement que Black, pendant un moment, va en prendre pour son grade. Tant que Trunks restera sous cette forme, il dominera Black. Mais il y a deux choses qui vont se mettre sur son chemin, et on le voit sur ce screen, là, il est en train de prendre un coup sévère. Et c'est peut-être ça qui va le faire retomber sur Terre, c'est qu'il y a Zamasu l'immortel. Vous avez beau être surpuissant, un immortel, c'est un immortel. Et on a bien vu qu'ils aimaient faire des petits coups sournois, etc. Et surtout que Zamasu l'immortel protégeait énormément Goku Black. Et c'est un peu dommage parce que j'ai l'impression que dans son énervement, Mirai Trunks va enchaîner Goku Black au corps à corps, quoi. Il ne va pas lui envoyer de vagues magistrales de Kikoa, ce qui serait la solution pour s'en débarrasser rapidement et efficacement. Mais dans le coup de la colère, c'est les coups de poing qu'il a envie de donner, pas trop des vagues d'énergie, ce qui est dommage. Jusqu'au moment fatidique où justement, une révélation va être faite qui va le faire redescendre, ou alors il va se prendre un très mauvais coup parce que les deux auront bien joué leurs attaques chorégraphiées, ce qui va lui faire perdre sa transfo, ses pupilles et tout ce qui va avec. Après, concernant sur le reste de la preview, on a des images dans le présent où l'on voit Chichi parler à Krillin, je pense pas que ça ait vraiment d'importance capitale. On revoit Goku, Vegeta, etc. au sol, Vegeta toujours très observateur qui ne va pas se mêler de ce combat-là car il est le backup de la situation. C'est lui qui interviendra pour ramener tout le monde dans le passé. On voit un plan qui a l'air magistral sur le dos pour amplifier la puissance du Mirai Trunks. Voilà, on voit que cette image est en début de combat et début d'épisode, car regardez, on voit un tout petit là-bas au fond se tenir sur un poteau. Je sais, on dirait qu'on a l'impression qu'il faut zoomer x400 pour le voir, mais dans l'immeuble en face, celui qui est en travers en position tour de Pise, vous voyez tout en haut, il y a Zamasu et Black qui se tiennent, donc le combat n'a pas encore commencé. Ensuite, on voit du Goten et Trunks qui volent pour se rendre vite vers l'arrivée et le retour des héros vers le passé. Une scène qui a l'air un peu débile avec Gohan qui porte des affaires dans son dos. D'ailleurs, ça fait un moment qu'on n'avait pas vu Gohan, mais regardez sa tête, il a toujours l'air bien dans les études. On ne sait pas trop ce qu'il transporte. Est-ce un sac d'affaires, un matelas? Je ne sais pas trop. On dirait plus un pactage japonais dans lequel ils embarquent dans leur sac à dos quelque chose, sachant que Chichi aime beaucoup et du genre à emporter beaucoup d'affaires sur elle, etc. Peut-être qu'elle décide d'aller dans le futur de je ne sais quel moyen. Rappelez-vous qu'elle avait voulu aller sur Namek pour sauver Goku à l'époque. Ils peuvent nous faire une blague de ce type-là encore une fois. On a un plan assez intéressant sur Whis, Gowasu, Beerus, etc. qui ont l'air de discuter dans le Kaioshinkai de l'univers 10. Des gens pourraient se demander pourquoi ils y sont retournés encore une fois. Est-ce qu'ils ont été peut-être vérifier si les bagues du temps étaient là et qu'ils se sont peut-être rendus compte qu'une 6e bague vient d'être créée. Peut-être que c'est pour ça que Beerus n'est pas content. Enfin, ça peut être ça, soit une débilité encore. Hein. Parce que regardez l'air de Whis, il a l'air très heureux en train de rire. Je pense que Beerus vient d'être contrarié, ce qui a le don de régaler Whis en fait. On enchaîne très rapidement sur des phases sur Piccolo et sur Kame Sennin, ce qui nous annonce que justement les héros vont faire appel à de nouvelles techniques, à de la nostalgie. Je vous spoil pas ce qui a été révélé, mais que de nouvelles choses vont arriver dans la série, ou vont faire leur retour plutôt dans la série. Ils sont en lien avec ces deux personnages. Donc les devins, j'espère que cette review et surtout que les explications que j'y ai fournies vous ont plu et surtout vous ont semblé logiques et correspondre à la situation actuelle, bien qu'elle aurait bien mérité d'être un peu plus claire et explicite sur les bords pour que l'on soit bien carré et propre sur la situation et qu'on puisse embrayer sur quelque chose d'autre. J'en profite maintenant pour vous remercier et je vous laisse sur ces mots. Prenez soin de votre futur. Le meilleur moyen d'y arriver, c'est de vous abonner à ma chaîne, de la partager, de la commenter, de la liker un maximum de fois, car c'est ça et uniquement ça qui portera notre communauté sur YouTube. A plus pour de prochains arts divinatoires.